Eh bien, merci d'être venus si nombreux pour cet atelier qui est finalement presque un atelier annuel à ProDurable sur le sujet de la biodiversité. On est aujourd'hui très heureux avec... Attends, j'ai raté. Super, merci. On va mettre les speakers, le truc d'après. Ouais, super. Donc on est heureux d'être là aujourd'hui avec Célia pour aussi accueillir Jacques Laridon de L'Oréal et Vincent Morisset d'EDF. Comme on le redira aussi tout le long, le développement de ces sujets d'empreinte biodiversité qui sont complexes, qui sont locaux, nécessite à notre sens de prendre en compte les spécificités des secteurs de manière importante. Et c'est aussi pour ça que finalement, c'est des méthodes qu'on co-développe avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Alors, on va commencer par vous faire une petite intro sur le sujet des méthodes et de pourquoi on les fait, dans quel esprit on travaille sur ces méthodes d'empreinte. Et puis après, on laissera la parole à L'Oréal et EDF pour témoigner aussi avec leurs mots de comment ces méthodes leur permettent d'avancer. Encore une fois, il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de méthode magique, mais leur permet d'avancer sur le sujet des stratégies biodiversité qu'ils mettent en œuvre dans leurs entreprises. Je te passe la parole. Merci Guillaume. Alors peut-être un petit mot sur iCare pour commencer. Donc on travaille sur les sujets biodiversité et nature avec de nombreuses entreprises de secteurs et d'activités et de tailles très variées. Et on essaye de les accompagner un petit peu sur tout le chemin pour prendre en compte la nature et la biodiversité dans leurs stratégies et dans leurs activités. Ça commence en général par une première prise en main du sujet, donc à la fois une compréhension, une sensibilisation des équipes sur le sujet biodiversité, et puis un premier diagnostic de matérialité du sujet biodiversité au sens des impacts et des dépendances liées à leurs activités. On passe ensuite en général à un volet plutôt évaluation quantitatif où là on essaye de s'intéresser plus précisément à l'empreinte biodiversité des entreprises ou alors aux pressions exercées sur la chaîne de valeur avec des cadres qui aujourd'hui sont un peu plus définis comme SBTN ou la TNFD. Et puis on fait aussi pas mal d'évaluation des risques et opportunités à ce niveau-là pour aller jusqu'à même une quantification de ces risques et de ces opportunités. On essaye ensuite d'aller vers la prise d'action, finalement l'action sur la nature et sur la biodiversité, que ce soit à des échelles plutôt petites, des plans d'action au niveau des sites, ou alors sur des feuilles de route, des stratégies globales au niveau du groupe, avec une ambition la plupart du temps ciblée en termes de cible biodiversité, avec des métriques à définir, plus ou moins selon des cadres comme SBTN qui s'imposent maintenant. Et puis bien sûr, la dernière étape, comme vous le savez tous aujourd'hui, c'est de communiquer sur ces travaux, que ce soit dans des cadres volontaires ou réglementaires. On pense à la CSRD aujourd'hui, mais voilà, on peut aussi tout à fait accompagner sur des rapports TNFD ou autres. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de réfléchir ensemble, de vous présenter des éléments sur la partie évaluation et de s'intéresser notamment aux indicateurs de biodiversité, qui soient des indicateurs au niveau des pressions ou au niveau des impacts, on en reparlera, et qui, à notre sens, sont vraiment un prérequis essentiel pour que les entreprises puissent passer à l'action sur le sujet biodiversité en connaissance de cause. En termes de biodiversité et de boîte à outils, on a aujourd'hui énormément d'éléments sur le marché qui se construit et qui s'alimentent beaucoup, avec notamment un certain nombre d'indicateurs et de méthodes qui se développent plutôt au niveau local, ce qui est essentiel pour suivre l'état de la biodiversité. On est sur un enjeu qui doit se réfléchir au niveau local. Donc on a mis quelques exemples ici, STAR, le Water Risk Filter, des indicateurs plutôt basés sur des inventaires écologiques tels que l'IQE. Et à notre sens, ces indicateurs locaux de biodiversité doivent absolument nourrir une réflexion au niveau de l'entreprise et également nous permettre, grâce à d'autres outils que sont les outils d'empreinte, de faire un lien entre les activités, les pressions exercées par les entreprises et des impacts sur la biodiversité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec différents types d'outils pour flécher des éléments d'impact au niveau des sites, par exemple, qui vont nous permettre à la fois donc, de hiérarchiser les pressions, de comparer des sites entre eux, mais aussi de valoriser des actions diverses et variées au niveau des sites industriels ou autres.
On travaille aussi au niveau des produits, qui là nous permet à la fois à nouveau de hiérarchiser les pressions, mais aussi d'avoir une idée de où se trouvent les impacts sur la chaîne de valeur, et de valoriser un certain nombre de pratiques, et pourquoi pas aussi de nourrir une réflexion globale sur l'éco-conception des produits. Et puis enfin, on a l'échelon corporate entreprise qui est aussi également très important pour avoir une vision macro sur toutes les activités, sur toute la chaîne de valeur, qui va nous permettre à la fois de calculer, de quantifier l'impact sur la biodiversité et puis de le suivre au cours du temps. Et puis surtout de nourrir cette réflexion sur une stratégie biodiversité et aussi de nourrir des premiers éléments sur une évaluation des risques et opportunités qui nous sont de plus en plus demandés dans les cadres de reporting aujourd'hui. Tout cela est bien sûr interconnecté et Jacques et Vincent pourront vous en parler un petit peu mieux sur comment faire le lien et l'interopérabilité entre les échelles. Dernier mot pour ma part, on a aujourd'hui une certaine suite à outils qui évolue et qui est mise à jour de manière constante, qui nous permet d'exprimer un certain nombre d'impacts biodiversité grâce à ces travaux d'empreinte, de couvrir notamment les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité qui sont définis par l'IPBES. Et on a aussi à cœur chez iCare de pouvoir à la fois exprimer tous ces résultats en termes d'impact, donc dans des métriques telles que les kilomètres carrés MSA, mais aussi de les regarder au niveau des différentes pressions qui sont aujourd'hui à la fois des demandes de la CSRD en termes de reporting, mais aussi des voies que suivent des initiatives telles que les Science Based Targets Network. Donc on a beaucoup de travaux d'études de ces pressions et aussi d'évaluation des pressions qui sont les plus justes et les plus cohérentes pour les différentes activités des entreprises. Vous en avez certains exemples ici sur la slide. Globalement, ces dernières mises à jour et ces derniers travaux sur l'empreinte, ils nous ont permis d'hybrider un certain nombre de modèles et de littérature scientifique, qui fait qu'aujourd'hui nos méthodes se basent à la fois sur des données ACV reconnues, donc des modèles tels que Impact World Plus, et puis des modèles un peu plus d'état d'évaluation pression état pression réponse tels que Globio. L'objectif pour nous, il est bien sûr de couvrir, d'être le plus exhaustif possible, donc à la fois en termes de pression, comme je le disais, et en termes de milieu des impacts sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, on a une couverture bonne à très bonne des milieux aquatiques et terrestres, et on travaille de plus en plus à essayer d'incorporer le milieu marin et de bien prendre en compte les pressions sur le milieu marin dans nos méthodes. Et je pense que c'est tout pour moi. Merci Célia. Voilà, peut-être juste un dernier mot sur les nouveautés donc de nos méthodes, qu'encore une fois, on essaye petit à petit de les actualiser par rapport soit aux travaux scientifiques, soit justement de ce qu'on apprend à travers nos échanges et nos pilotes avec les entreprises. Ce qu'on a fait, on a fait 4 choses en 2024 pour votre information. On a un gros sujet qui est toujours le sujet de comment on compare les pressions entre elles, et c'est pas évident parce qu'on est vraiment sur un objet multilocal, mondial, avec des taxons très différents, des milieux différents. Célia l'a mentionné, et donc on a retravaillé sur l'équilibre des contributions des pressions, leur pondération, notamment en prenant en compte les derniers travaux de l'IPBES, justement, qui tracent en fait la contribution de chacune des pressions dans les différents milieux. Ça, c'est un travail important qui nous semble intéressant en termes de... Parce qu'in fine, bien sûr, on est toujours tiraillé entre le fait de rester pression par pression, mais c'est un peu comme pour l'ACV, on a du coup une quinzaine d'indicateurs et c'est un petit peu compliqué pour passer à l'action. C'est néanmoins indispensable de garder cette granularité, mais derrière, si on peut aussi essayer d'avoir une sorte de chose qui sera forcément simplifiée, mais qui va nous orienter sur le sujet des transferts de pollution, c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on est quand même attaché aussi à cette notion de kilomètre carré MSA, enfin d'impact final. Deuxièmement, voilà, on en a parlé aussi tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'interopérabilité. Pour des raisons historiques, on avait commencé dans différentes unités sur différentes méthodes. Là, on a, après pas mal de réflexions, souhaité essayer de rendre ça interopérable pour qu'une entreprise puisse passer du produit au site ou au niveau corporate et piloter finalement l'ensemble de ces actions et voir surtout leurs répercussions au niveau de l'empreinte globale. Notre sujet, c'est si l'empreinte ne voit pas les actions que mènent les entreprises, c'est que l'empreinte n'est pas bonne. C'est qu'il faut changer la méthode. C'est pas les actions d'entreprise qui doivent s'adapter à la méthode. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie qu'à chaque niveau,
en fait, on puisse travailler sur les leviers d'action et que ça puisse se transcrire en impact final. Troisièmement, il y a les deux choses sur lesquelles on essaie aussi de démoyenner. C'est le sujet local. Évidemment, ce n'est pas pareil de travailler dans une zone qui est plus ou moins à fort risque sur la biodiversité. Et on essaie de se reconnecter aussi avec un certain nombre d'indicateurs reconnus, comme STAR, par exemple, de l'UICN, parce que voilà, il y a des bases de données qui vont être actualisées, qui vont être pérennes sur ce sujet et qui vont permettre aussi de le prendre comme facteur aggravant ou pas d'un sujet d'impact. Donc nos outils sont connectés à ces indices locaux de biodiversité comme les STAR. Et puis enfin, un zoom sur ce qu'on aimerait faire peut-être sur chaque secteur, mais on a commencé à le faire sur l'agriculture parce que, comme vous le savez, le secteur agricole est le plus gros contributeur à la perte de biodiversité au niveau mondial. Un peu souvent, je dis par sursimplification, mais que l'agriculture est à la biodiversité ce que l'énergie est au climat, d'une certaine manière, en termes d'activité. Et donc, on a lancé un projet partenarial, on y reviendra, sur comment aller au-delà des limites aujourd'hui d'analyse de cycle de vie et des méthodes d'empreinte habituelles sur l'intégration de toutes les bonnes pratiques environnementales dans l'agriculture, agriculture de conservation, bio évidemment, mais l'ensemble des labels aussi qui se développent pour que là aussi les efforts qui soient faits dans les filières puissent payer, entre guillemets, dans les résultats des méthodes. Donc voilà pour ces 4 updates. Avant de passer la parole à Jacques et Vincent, ce qui nous anime, je l'ai dit, mais c'est ça qui nous guide aussi comme boussole dans tout ce travail, je dirais, de longue haleine, puisqu'on a commencé en 2016 et 2017 avec L'Oréal et aussi avec Anne-Claire de Sayari qui est là sur PBF. Donc ça fait maintenant plus de... Je dirais enfin pas encore 10 ans, mais ça fait un petit moment qu'on avance sur ce chemin. Et donc c'est de co-construire encore une fois avec les clients pour s'assurer à chaque fois. Et on a aussi ce sujet-là avec les institutions financières pour lesquelles on travaille aussi, certaines personnes qui sont dans la salle, pour s'assurer que ça répond aux besoins de discrimination et d'arriver à piloter la transition des entreprises. Deuxièmement, c'est l'aspect coopération. Alors c'est compliqué dans un monde, enfin c'est pas toujours évident. On n'est pas des purs chercheurs. On a donc c'est pas évident toujours de coopérer, mais on essaie de le faire. Vous l'avez vu, c'était le cas sur PBF, c'est le cas aussi sur BFAT, de travailler avec nos pairs et des partenaires complémentaires pour essayer de maximiser la diffusion de ces méthodes. Y compris avec des publications scientifiques. Ce n'est pas un travail qui a vocation à rester propriétaire, entre guillemets, et on veut qu'il serve au plus grand nombre. Et enfin, bon, on avance avec nos unités, on sait qu'il n'y a pas encore la tonne équivalente de CO2, donc on est en amélioration permanente, mais on souhaite œuvrer à la standardisation. Alors ça, qui veut dire standardisation veut dire que nos outils actuels, il faudra qu'on les fasse évoluer aussi, mais c'est aussi dans ce sens-là, par exemple, qu'on travaille avec CDC Biodiversité pour le projet sur l'agriculture BFAT, qu'on travaille aussi avec PIBAF, qui est l'initiative internationale pour le Biodiversity Accounting, et c'est important pour nous parce que c'est aussi l'arrivée d'un standard, un standard volontaire, qui fera que ça accélérera aussi la prise en compte de ces métriques et ça servira aussi d'accélérateur pour l'action derrière. Voilà pour ces quelques mots. Je passe la parole du coup à Jacques, qui va nous faire part de là où il en est. Bien, bonjour à tous. Et puis, ouais. Ok, ça marche. Tout le monde voit comme ça, tant mieux. Je ne sais pas trop. Donc bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour cette intervention et cet atelier animé par iCare. Et merci donc à Guillaume et Célia pour l'invitation. Donc moi je vais vous faire un témoignage en fait en une dizaine de minutes. Je pense que ça va être un petit peu moins, je dirais, technique que la présentation d'avant. Donc c'est un témoignage d'industriel. Et donc, en fait, ce que je voudrais témoigner avec vous, c'est finalement vous montrer déjà que déjà L'Oréal s'est engagé depuis déjà un certain temps sur le sujet de la biodiversité. Donc, en fait, à partir de 2017 déjà, donc, on s'est intéressé à la mesure de l'empreinte de biodiversité du groupe
en démarrant en fait avec la mise en place, le déploiement et l'utilisation d'un outil qui s'appelle SPOT pour Sustainable Product Optimization Tool. En fait, c'est un outil d'éco-conception interne qui a été développé donc par le groupe pour réduire en fait déjà l'impact environnemental des produits cosmétiques en s'appuyant sur une méthode de type analyse de cycle de vie. Donc en évaluant les impacts sur l'ensemble du cycle de vie des produits cosmétiques et en faisant de l'analyse multicritère. On travaille sur 14 types d'impacts en fait, dont certains sont reliés à la biodiversité, bien entendu. Deuxième date importante, 2018. Bon, on a commencé un petit peu avant, mais donc c'est vraiment là qu'on a en fait finalisé la construction en fait d'une méthode relativement innovante, en tout cas à l'époque, pour évaluer en fait spécifiquement l'empreinte biodiversité des produits, pas que des produits cosmétiques, des produits de manière générale, en s'appuyant donc notamment sur des modèles de type ACV et surtout également sur des données écologiques de terrain. Et donc cet outil, cette méthode donc s'appelle PBF, Product Biodiversity Footprint. Donc c'est une méthodologie qui a été aussi publiée en 2019, si ma mémoire est bonne. Et donc ça, c'est une méthode qui a été, auquel on a contribué, qui a été co-développée notamment avec iCare et Sayari. Anne, bonjour. Et donc, qui ont vraiment été les chevilles ouvrières de ce travail. Nous, on a modestement contribué, mais c'est surtout eux qui ont fait le job technique sur la mise en place de cette méthodologie que je trouvais vraiment personnellement excellente quand ça a été mis en place. Et fort de ces travaux, finalement, on a réfléchi à la mise en place d'une stratégie d'évaluation de l'empreinte biodiversité des produits cosmétiques à 3 niveaux, en allant d'un niveau de type vraiment screening et en utilisant en fait une méthodologie qui vient de SPOT, donc c'est une méthode SPOT adaptée pour mesurer l'empreinte biodiversité des produits, jusqu'à vraiment des analyses plus ciblées, plus spécifiques, plus ponctuelles, avec la méthode PBF, de manière en fait à capter en fait tout ce qui est amélioration de l'empreinte biodiversité au niveau de terrain et prenant en compte les effets aussi au niveau local, parce qu'on disait tout à l'heure, en fait, souvent la biodiversité, c'est un problème local, bien souvent. Donc, en fait, pour la stratégie de L'Oréal, finalement, pour préserver, voire dans certains cas, restaurer la biodiversité, on a aussi des projets qui commencent à mettre en place dans ce sens, ça consiste finalement à agir dans la chaîne de valeur de l'entreprise à différentes échelles. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tout d'abord, un petit peu comme tout le monde, au niveau à l'échelle de l'entreprise. Donc, nous, assez tôt, on avait identifié ce qui était notre hotspot principal en matière d'empreinte biodiversité. Bon, Guillaume, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la dégradation des habitats, en fait, dans la phase agricole de production de nos matières premières biosourcées. Donc, les matières premières, c'est ce qui permet de fabriquer les formules cosmétiques. Et donc, en 2020, on a pris un engagement, en fait, à ne pas accroître d'ici à 2030 le niveau d'occupation des terres qui provient justement de cet approvisionnement en matières premières biosourcées. Oui, de ne pas accroître, ça veut dire on reste comme on est, mais en fait ça va être un challenge pour nous pour 2 raisons. Bon, la première raison, c'est que L'Oréal en fait s'est engagé à entre guillemets sortir du pétrole pour en fait travailler essentiellement, augmenter le nombre de matières premières d'origine biosourcée dans son portefeuille. C'est vraiment un shift du pétrole vers le biosourcé, ce qui implique effectivement plus d'empreintes au sol a priori. Donc essayer de maîtriser cette empreinte, c'est pas forcément évident. Et c'est un groupe qui aussi se développe et croît. Donc qui dit croissance dit aussi potentiellement plus de matières premières à utiliser. Donc un double challenge pour nous finalement pour pouvoir maîtriser cette empreinte sur la biodiversité. Donc la méthode qu'on va utiliser en fait pour mesurer l'empreinte, c'est la méthode qui a été développée par The Biodiversity Consultancy, par iCare, et donc qui s'appelle The Biodiversity Impact Metric et qui permet en fait donc de mesurer l'empreinte du groupe en MSA hectare, ou hectare MSA comme vous voulez. Donc on s'est également engagé à L'Oréal en fait à agir au niveau des sites, de nos sites, pas que industriels, aussi administratifs,
pour qu'il y ait 100% de nos sites qui aient un impact positif sur la biodiversité d'ici 2030. Donc, meilleure biodiversité par rapport à un état de l'art qui est en 2019. Et là aussi, donc, on va utiliser finalement la même méthodologie, celle de The Biodiversity Impact Metric, pour mesurer l'empreinte biodiversité des sites et donc atteindre cet objectif. Enfin, dernier niveau, dernière échelle, c'est en fait l'échelle des produits. Et ça, c'est pour nous un véritable challenge parce qu'en fait, donc, dans notre groupe, donc, on a sur le marché plusieurs dizaines de milliers de produits au niveau international. On en met sur le marché environ 2 à 3 000 produits par an. Donc, travailler à l'échelle de produits, c'est un vrai challenge pour nous. Alors, pour l'instant, on en est à un stade de faire des études de cas pour tester en fait, la méthodologie, la stratégie qu'on a mise en place pour évaluer l'empreinte de biodiversité des produits cosmétiques dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, on espère qu'une fois qu'on aura terminé ce testing et cette validation, on pourra en fait enclencher en tout cas sur des premières mesures sur les produits pour de bons et pour des actions surtout. Alors, je vous l'ai dit, c'est un challenge de travailler au niveau des choses. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est-à-dire qu'on va devoir massifier les évaluations de nos produits. On en a beaucoup, donc il faut qu'on ait un système qui permette en fait de mesurer automatiquement, au moins en screening, l'empreinte de biodiversité de tous nos produits. Spot nous permet de mesurer l'empreinte ou l'impact environnemental de tous nos produits. Là, l'objectif, ce serait de faire la même chose pour mesurer l'empreinte biodiversité sur les produits, pour avoir une approche de screening, mais suffisamment robuste pour identifier notamment les principaux hotspots. Et de pouvoir ensuite combiner ça en fait, avec une autre méthode, donc là, ce sera du coup la méthode PBF, pour pouvoir ensuite faire des études plus ciblées, plus ponctuelles, pour adresser des enjeux, notamment des enjeux locaux de hotspots de biodiversité. Et donc là, dans la slide, juste dans la partie du bas, donc j'ai indiqué les deux méthodes, la méthode spot adaptée, la méthode PBF. J'ai également mentionné ce dont Guillaume essayait à parler tout à l'heure, donc la plateforme BFAT, qui va être en fait une plateforme vraiment de données très utile pour pouvoir affiner et augmenter la robustesse des empreintes biodiversité qu'on pourrait nous obtenir à partir de nos produits. Et avec aussi donc 3 paramètres assez importants, critères assez importants pour assurer un certain niveau de précision des empreintes que l'on fait. Donc avec un outil spot, on va être peut-être un peu moins précis, notamment sur, je dirais, la prise en compte des bonnes pratiques, notamment des bonnes pratiques agricoles, ou bien encore la prise en compte des effets plus locaux, jusqu'à des méthodes, donc plutôt vers la droite. On va être beaucoup plus précis, justement, sur ces enjeux de prise en compte des bonnes pratiques sur les empreintes biodiversité, ou encore de captation vraiment des problématiques, des effets biodiversité au niveau local. Et donc, pour conclure, peut-être 3 points importants qui peuvent se dégager de cette présentation. Le premier, c'est tout d'abord, on est tous en tout cas convaincus que c'est important de faire des mesures de l'empreinte biodiversité à l'échelle en fait, de l'entreprise, mais de notre point de vue, en tout cas, ce n'est pas suffisant. C'est quand même important de pouvoir les compléter avec je dirais, des analyses ou des mesures plus spécifiques à des échelles plus petites. Ça peut être des sites, et nous, ça va être des produits. Donc nous, effectivement, on est quand même assez convaincus qu'il faudrait vraiment travailler sur l'empreinte biodiversité des produits aussi, pour pouvoir travailler en fait au cœur de notre business, carrément, pour agir aussi, et quelque part soutenir et renforcer toutes les actions qui sont prises au niveau du groupe, notamment pour atteindre nos objectifs sur ce thème à échéance 2030. Et donc, travailler aussi à l'échelle finalement des produits, ça va permettre justement de capter vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, les bonnes pratiques, les pratiques durables qui permettent d'avoir en fait d'implémenter des actions qui permettent d'avoir un impact moindre sur la biodiversité, afin de renforcer justement toutes les actions qu'on développe au niveau de corporate. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'enjeu pour nous, il est aussi beaucoup sur la partie phase agricole, donc la production des matières premières en fait biosourcées, qui sont intégrés notamment dans nos formules. Et là aussi, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, c'est en fait, et pour nous, de manière très pragmatique, ce qui est hyper important, c'est que les méthodes qu'on ait à utiliser, ils aient un même cadre méthodologique et basiquement déjà, ils aient la même unité.
ce qui va permettre déjà de pouvoir comparer en fait des données d'une méthode à l'autre et de pouvoir les combiner également pour prendre des plans d'action. Avoir des méthodes qui ont des unités différentes, pour nous, c'est pratiquement inopérable. Donc, c'est pour ça que c'est important et on salue les efforts aussi de notamment un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur justement la mise en conformité, de la cohérence de l'ensemble des approches de mesure de la biodiversité pour qu'on ait un panel de méthodes qu'on puisse exploiter, mais qui puisse être interopérable, comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci Jacques déjà pour cet éclairage et ce témoignage effectivement très, très significatif. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Célia, merci Guillaume pour cette invitation qui me permet de partager avec vous finalement notre retour d'expérience sur un certain nombre d'expérimentations que nous avons menées en co-construction, pour reprendre le terme qui a été cité tout à l'heure. Alors, la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour EDF, qui travaille sur le sujet déjà depuis plus de 40 ans. D'abord en produisant, en partageant aussi de la connaissance sur ce sujet. C'est peut-être pas assez su, mais le plus gros projet de notre direction recherche et développement est un projet sur la biodiversité. Et on travaille évidemment pas en silo avec tous nos chercheurs. On travaille évidemment aussi en partenariat, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle qui est présent ici sur le salon. Mais cette connaissance-là, elle nous sert aussi bien sûr avant tout pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre un certain nombre de plans de préservation de la biodiversité, sachant que la plupart de nos sites sont situés sur ou en proximité de zones Natura 2000. Donc nous sommes vraiment très, très concernés par ce sujet et c'est pour ça qu'on l'intègre directement dans toutes nos séquences ERC, éviter, réduire, compenser. Et finalement, dans notre conception de nos installations, mais jusqu'à leur déconstruction, en passant bien sûr par l'exploitation, on va prendre en compte ces aspects environnementaux. Alors, le management environnemental et puis aussi les nouveaux cadres de reporting extra-financier nous imposent aujourd'hui, d'une certaine façon, de disposer d'outils encore plus crédibles, reconnus, je dirais presque opposables, sur le sujet de l'empreinte biodiversité. Et ne serait-ce que pour, bien sûr, progresser dans nos plans de préservation de la biodiversité, mais également pour dialoguer avec les différentes parties prenantes, avec le grand public, avec le monde de la finance. Alors, nous avons fait un benchmark d'un certain nombre d'outils dans un écosystème finalement assez foisonnant, il faut le dire. On est encore dans un sujet de recherche, ça a été souligné tout à l'heure, donc c'est tout à fait logique. Il y a un certain nombre de méthodes, d'approches qui émergent et à travers un screening qu'on a pu faire, on a fait un certain nombre de cas tests, d'expérimentations, et notamment sur ce qui a été cité tout à l'heure, avec iCare, sur le PBF qui a été développé et qui avait cet intérêt et cette spécificité, cet avantage, me semble-t-il aussi, de faire le pont et l'hybridation finalement entre les méthodes ACV, analyse de cycle de vie, qui est la méthode de référence normalisée en matière d'évaluation environnementale, et malheureusement, même si elle a fait des progrès, qui ne répond pas à tout sur les pressions de l'IPBES, et de faire donc une hybridation avec l'aspect un peu plus site, avec la planète des écologues, sur ces sujets. Et de notre côté, donc, on a travaillé sur notre produit. Notre produit à nous, c'est notre kilowattheure. Alors je dirais presque nos produits, parce que finalement, en fonction des filières électrogènes, qu'elles soient nucléaires, thermiques, hydrauliques, l'approche n'est pas aussi simple. On est vraiment dans un écosystème un peu, et dans une question, dans une thématique beaucoup plus complexe
que ne l'est le CO2. Et sur cet aspect-là, on a travaillé avec, en se basant déjà sur nos propres études et en finalement les portant évidemment avec iCare pour pouvoir les intégrer au niveau de l'outil, et notamment notre analyse de cycle de vie du kilowattheure nucléaire. On a communiqué sur notre site, on a fait une revue critique avec un panel d'experts indépendants. On a publié également, d'un point de vue scientifique, tout dernièrement sur cet aspect-là, pour avoir un aspect parc. Mais en complément, on s'est aussi intéressé à 2 sites, puisqu'on sait très bien qu'en termes de technologie, qu'on soit en bord de rivière ou en bord de mer, qu'on soit en cycle fermé ou cycle ouvert, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces conditions-là, mais ça influe bien sûr sur l'approche qu'on peut avoir, sur tout le travail et sur les résultats. Côté thermique, sur nos cycles combinés gaz, on a un parc beaucoup plus restreint, restreint à 3 sites, donc on pouvait avoir une approche site qui avait déjà une certaine valeur au niveau du parc. Et puis sur la partie hydraulique, là on a plusieurs centaines d'ouvrages, tous différents, souvent un peu interconnectés. L'approche est beaucoup plus complexe, et donc on s'est intéressé vraiment à l'outil, à appliquer l'outil et à aussi essayer de l'adapter dans une approche éco-conception, en s'intéressant à un ouvrage avant, après, en fonction d'une amélioration justement sur la préservation de la biodiversité, avec des passes à poissons, avec un certain nombre de problématiques prises en compte. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a eu une approche et donc des résultats, des conclusions qui sont complémentaires à travers ces 3 expérimentations menées. Alors je vais vous donner 2 éclairages. Un éclairage donc en utilisant à la fois le product et le site biodiversity footprint, finalement qui peuvent avoir une approche complémentaire lorsqu'on s'intéresse à la fois aux produits kilowattheure et à la fois aux sites qui les produisent. Et de ce point de vue, on a travaillé donc vraiment en co-construction à appliquer à travers des inventaires, à partir de nos propres données, à ajuster, à corriger notamment toute la partie spatialisation des inventaires, que ce soit sur la partie occupation des sols, sur également la partie empreinte eau, avec un focus un peu particulier, bien sûr, sur la prise en compte de spécificités sur le nucléaire, notamment en intégrant nos propres données, nos données locales de radioécologique, et puis également avec une approche sur tout l'aspect impact thermique sur nos rejets, notamment en rivière, avec un certain nombre de points sur lesquels on a travaillé, on a publié, notamment sur la vallée du Rhône, sur le bassin du Rhône. Bien sûr, on a pris en compte sur l'aspect un peu plus qualitative ou semi-quantitative nos actions de préservation concernant notamment les différentes espèces aquatiques et espèces terrestres. Sur l'aspect filière hydraulique, donc de production d'électricité par nos barrages notamment et par nos réservoirs, on s'est rendu compte assez rapidement que là aussi il y avait des spécificités à prendre en compte, et donc que pour appliquer l'outil il fallait co-développer un certain nombre de points sur des pressions qui étaient vraiment spécifiques à l'hydraulique et qu'on ne retrouverait pas dans d'autres secteurs, et puis en introduisant aussi la question de la biodiversité aquatique qui était plutôt un parent pauvre sur les différentes bases de données et sur les connaissances aussi qu'on pouvait avoir sur certains sujets. Célia l'a évoqué tout à l'heure. On a plus effectivement d'informations sur la biodiversité terrestre, et de ce point de vue, on a pu avoir effectivement conjointement une approche novatrice qui nous a amené à pouvoir communiquer en face de pair pour mettre un petit peu en challenge tous ces différents résultats, et être à même, dans cette approche éco-conception, de pouvoir comparer finalement différents scénarios, différentes configurations de projets d'aménagement de barrages ou d'évolution d'aménagement de barrages pour évaluer finalement leur pertinence dans les contraintes qu'on peut avoir, et puis bien sûr dans un contexte environnemental. Point. Donc en conclusion, je pense que ça a été dit dès l'introduction, mais effectivement il n'y a pas d'outil magique.
Et de notre côté, on ne recherchait pas non plus un outil qui soit en capacité de faire l'empreinte biodiversité de toutes nos installations. Mais par contre, en fonction des différents besoins qu'on peut avoir, il est intéressant d'avoir une déclinaison finalement de ces outils, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, que ce soit à l'échelle du produit, que ce soit à l'échelle du site, bien entendu. On se rend compte aussi que les résultats dépendent vraiment, vraiment fortement de la qualité des données. Et là, il y a quand même un énorme travail, un engagement, une implication à avoir quand on se lance dans cette démarche, dans cette expérimentation, éventuellement derrière, dans une communication, pour bien s'assurer évidemment qu'on est représentatif, et puis dans une démarche d'être évidemment dans une transparence et d'avoir une démonstration qui soit suffisamment opposable. On a un certain nombre de verrous à lever qui sont plutôt des verrous d'ordre méthodologique. Donc aujourd'hui, on reste quand même dans des méthodes qui sont complètement en développement. Même si on n'est plus en 2016 ou en 2018, avant la publication, on a beaucoup progressé et on progresse effectivement en partenariat sur ce sujet, mais on est quand même sur une thématique qui est d'une grande complexité si on la compare évidemment à la comptabilité GES. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir continuer, et d'ailleurs l'outil qui a été présenté ici nous permet d'introduire et de pouvoir co-développer et de pouvoir adapter à nos spécificités, aux spécificités de certains secteurs industriels notamment, de pouvoir progresser dans l'application de l'outil, de le rendre plus robuste. C'est le but, de le rendre plus crédible, reconnu, et de pouvoir travailler effectivement avec les développeurs sur ces sujets spécifiques. Alors j'ai évoqué les rejets thermiques, radiologiques, les milieux aquatiques bien sûr. Et je finirai par l'intérêt, même si on n'est pas encore suffisamment mûr bien sûr pour tout normaliser, tout cadrer de ce point de vue-là. Par contre, le lien avec la normalisation et avec tous les travaux normatifs me semble à un bon moment pour pouvoir les relancer, les réinitier. Je suis mon président de la commission de normalisation environnement et changement climatique à l'AFNOR, et dernièrement on a créé une liaison justement avec la nouvelle commission de normalisation biodiversité, parce qu'on croit effectivement à travailler conjointement sur ces points-là, et le lien entre l'ACV, donc l'approche analyse cycle de vie, et l'approche plus locale, écologue, a tout un intérêt pour pouvoir progresser dans ce sens-là en termes de plan de préservation de la biodiversité, en termes de communication environnementale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Vincent et Jacques. Ça illustre si besoin est qu'effectivement, là on a deux entreprises assez différentes, product-based et site-based, même si chacune a des produits et des sites. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une diversité aussi d'approches. Et vous poursuivez aussi chacun de votre côté, non pas sur la normalisation, les efforts aussi communs. N'hésitez pas du coup à poser des questions. Je sais que là, on arrive au terme de la séance, mais donc il y a un micro là qui est disponible. On va passer les micros. Jean-Guillaume Péladan, Sycomore, merci beaucoup. Toujours la première question qui est difficile. Très intéressant. Est-ce que ces études pourraient mener à des changements de mix dans vos produits ou dans vos services? Par exemple, arrêter certains produits ou développer plutôt tel type d'installation de production d'électricité pour EDF? Bon, je peux répondre à la deuxième question, effectivement. En tout cas, je l'ai évoqué dans l'approche éco-conception. Je trouve que l'outil, en tout cas cette approche-là, est très intéressante de ce point de vue-là. On n'avait pas appréhendé cet outil au départ, complètement sur cet aspect. Et effectivement, retester, re-questionner nos ouvrages, qu'ils soient en réaménagement ou qu'ils soient en co-construction,
ou en construction, fait sens également de ce point de vue. On le faisait jusqu'à présent, mais on n'avait pas forcément les outils reconnus qui peuvent crédibiliser et qui peuvent nous donner, en termes de management environnemental, une force aussi de progresser. En fait, on a des pratiques, on a mis en place un certain nombre de pratiques sur certains sites, et d'ailleurs, les études qu'on a pu mener nous permettent, d'une certaine façon, de regarder à moyen ou à long terme, si on les étend sur l'ensemble de nos sites, puisqu'on a ce plan progressif, comment effectivement on améliore l'empreinte biodiversité. Vous parlez effectivement de changer nos produits. Alors on ne va pas changer notre produit kilowattheure issu de peut-être de nos turbines à combustion, mais si on utilise plutôt du biométhane plutôt que du gaz, effectivement, on s'est intéressé à voir un peu quelle est l'implication en termes d'empreinte biodiversité. Donc effectivement, on travaille ces questions et ces outils permettent d'y répondre, permettent aussi d'orienter peut-être certains choix stratégiques, en tout cas donnent un certain nombre d'éclairages qui me semblent particulièrement intéressants. Pour poursuivre sur ce sujet, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est peut-être encore un petit peu tôt aujourd'hui pour dire qu'une empreinte biodiversité, notamment sur des produits, va conduire en fait à un désengagement d'une matière première, par exemple. Par contre, c'est quand même déjà le cas par rapport à des données qui viennent de l'ACV, des empreintes vraiment qui viennent de l'ACV et qui peuvent conduire notamment justement à au moins des engagements vis-à-vis de certaines matières premières pour reformuler, pour remettre en fait des matières premières plus vertueuses pour l'environnement. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui. C'est déjà ce qui se fait. Je pense qu'on n'est pas encore assez mature au niveau des mesures de l'empreinte biodiversité, de leur précision, de l'intégration aussi de ces enjeux dans une grande entreprise pour être à ce stade. Probablement que ça viendra aussi. Enfin, c'est dans l'air du temps, dans le sens du temps d'y arriver. Mais à mon avis, on est encore un petit peu tôt à ce stade, en tout cas dans notre entreprise, pour pouvoir l'envisager. Mais c'est déjà le cas pour la partie, je veux dire, impact environnemental, et ça, c'est déjà un énorme progrès par rapport à ce qu'il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans. Les choses vont très vite. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une question sur les moyens de production du kilowattheure électrique. Donc on a vu nucléaire, thermique et puis hydraulique. Pourquoi il n'y a pas les autres énergies renouvelables qui sont dans l'étude ? Vous avez raison, effectivement, en termes de témoignages, on s'est centré sur ce point-là, mais dès le départ, dès les premières études qu'on a pu faire, on a même fait une comparaison entre finalement les différentes filières, et notamment les parties ENR intermittentes, notamment le PV, le photovoltaïque et l'éolien. Mais on a effectivement travaillé et mené effectivement des études là. Après, c'est un choix de présentation où on s'est concentré sur les études qui avaient été peut-être les plus abouties, alors que sur la partie PV, même si on a amélioré avec un certain nombre de données ces points-là, ça nous est apparu moins mature encore et plus encore en développement pour pouvoir travailler sur ces sujets, notamment sur toute la chaîne de valeur. Là où on ne la maîtrise peut-être pas forcément, notamment dans la partie construction, alors que sur ceux que j'ai présentés, la chaîne de valeur, on y est quand même complètement investi. Donc il y avait un choix, on va dire, éditorial, mais évidemment, on s'intéresse à l'ensemble. J'ai parlé tout à l'heure de nos différents produits. Mais on a un produit pour vous et pour nous en tant que client, si vous êtes client EDF d'une façon ou d'une autre, c'est bien sûr notre kilowattheure. Et notre kilowattheure, il est basé à partir d'un mix. Et dans ce mix, il y a de plus en plus d'énergie renouvelable, évidemment, et pas seulement hydraulique côté renouvelable. Merci pour vos présentations fort intéressantes, messieurs.
et monsieur Neveu aussi. Question, c'est est-ce que déjà, avec la mesure que vous avez réalisée, vous arrivez à transformer la feuille de route vers la régénération, quelque part, de la biodiversité, sachant que c'est des activités anciennes, il y a une dette écologique. Et est-ce que, du coup, vous arrivez à dire, ben voilà, on est à moins temps aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a fait, sans le savoir, on parle le français de M. Jourdain, et est-ce que, du coup, on arrive à se dire, ben, même si on n'est pas avec l'outil parfait, on se donne déjà des ambitions de restauration ou de régénération? Alors, on n'a pas attendu les outils pour avoir des objectifs de restauration. Comme je l'ai dit, on est très, très impliqué en termes de recherche, en termes de connaissances et en termes de plan de préservation de ce point de vue-là. Par contre, les outils nous permettent peut-être de mieux communiquer justement par rapport aux questions que vous êtes en droit de vous poser, notamment vis-à-vis du grand public, vis-à-vis aussi des investisseurs. Et on travaille aussi avec différents investisseurs pour pouvoir faire évoluer un petit peu les choses. Ce dont on a besoin, c'est vraiment une méthode qui soit normalisée autant que, d'une certaine façon, l'est aujourd'hui l'analyse du cycle de vie. On peut aujourd'hui communiquer sur nos différentes installations ou sur notre parc nucléaire, comme je l'ai dit. Mais par contre, sur la partie empreinte biodiversité, on a l'ambition de pouvoir produire peut-être un rapport indépendant qui permettrait effectivement de renseigner un petit peu plus ces évolutions-là, mais en termes de maturité, pour avoir quelque chose de complètement opposable. Alors bien sûr, on se base sur nos publications scientifiques, sur notre connaissance, sur nos partenariats, mais il faut vraiment un outil sur lequel on ne soit, qu'il y ait un consensus, voilà, et qu'il n'y ait pas de débat. Sur la façon dont on va appréhender les choses, effectivement. Donc, je dirais que sur la partie conception, c'est intéressant. Sur certaines, les outils ne répondent pas forcément à toutes les pressions. On l'a vu en termes d'échelle. Et les plans que l'on a pu mettre en place à travers l'outil, des fois, ils ne sont pas complètement valorisés. Donc, c'est aussi des questions qui peuvent interroger. Il faut voir comment, finalement, parce que c'est peut-être que l'outil n'est pas complètement adapté. Et finalement, on a fait progresser de façon indubitable la préservation de la biodiversité sur certains aspects, mais ça ne transparaît pas assez dans l'outil et dans le résultat. Parce qu'il peut y avoir des biais méthodologiques, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de points ou de verrous sur lesquels il faut encore que l'on travaille et qui finalement ne rendent pas compte du sens de l'histoire qu'on a évoqué tout à l'heure dans effectivement ces questions de plan d'amélioration. On est un peu en retard, non? Vas-y, je te laisse. Ouais. En une minute, hein. Ouais. Oui, donc c'est une bonne question aussi. Donc, je pense que ce que vous évoquez, c'est bend the curve. On inverse la courbe. Plutôt que de toujours évaluer ce qu'on fait en négatif, pourquoi pas essayer aussi de valoriser ce qu'on fait en positif. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, nous, en tout cas, dans notre groupe, on y réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de projets. Notamment sur la phase agricole, d'agriculture générative, qu'on dit. En fait, on restaure les terrains, on restaure les cultures, etc., pour réintroduire un meilleur état des sols, une meilleure biodiversité. Donc, pas mal de projets se mettent en place comme ça. Ça va se déployer. L'échelle reste faible par rapport à la volumétrie globale, en fait, de tout ce qui est agriculture traditionnelle, etc., où il y a quand même encore beaucoup d'empreintes biodiversité qui vient de là. Mais je pense que petit à petit, ça va se mettre en place. Donc là, ça débute, je dirais. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de pouvoir y aller. L'enjeu, probablement, va être capable aussi, notamment à des échelles locales, de pouvoir bien mesurer, en fait, les progrès en termes d'empreinte biodiversité. C'est-à-dire d'avoir des mesures de terrain, etc., de pouvoir bien capter tout ça pour intégrer ces informations-là dans des remesures de réévaluation de l'empreinte biodiversité. Et de le faire ensuite dans différents endroits, différents hotspots, là où on a nos enjeux dans les grandes régions du monde. C'est ça le challenge. Donc ça va se mettre en place progressivement. Ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, la dynamique, je dirais, est là. L'intention et même les projets commencent à être présents. Merci à tous. On va devoir libérer la salle. Merci beaucoup à Jacques et Vincent pour ces témoignages et à une prochaine fois.